Sur un petit aérodrome de l'arrière-pays, Pierre Raymond déploie les ailes de sa drôle de machine. Et voilà. Passionné par sa région, ce Niçois se consacre à la photographie aérienne et à la cartographie. Il faut que ça tienne, hein, parce que sinon, on s'expose à des désagréments. Pour des municipalités, des grandes sociétés ou des organismes scientifiques, il parcourt le monde et réalise des photos en 3 dimensions. En France, il est l'un des rares à travailler avec cette technologie de pointe. C'est un boîtier avec un dos numérique 50 millions de pixels. Là, ça donne une très grande précision de qualité d'image. Et c'est l'appareil idéal adapté pour ce genre de mission. Aujourd'hui, il doit faire des prises de vue d'un village de montagne à une trentaine de kilomètres de Sipierre. Depuis plus de 20 ans, il photographie les plus beaux sites des Alpes-Maritimes. Ce territoire entre mer et montagne, Pierre le survole toute l'année. Il y a une harmonie et en fait ça change en fonction des saisons aussi. On a une très grande diversité, un très grand panel de couleurs et diversité de paysages. Et en plus, comme on se déplace dans le ciel, je vais très vite d'un point à un autre et ça change. En quelques minutes, ça change complètement de paysage, de couleurs, d'ambiance. C'est super. Il longe d'abord les gorges du Loup, avant de prendre la direction de Bargem. Le petit village perché est à une vingtaine de kilomètres de la mer. Voilà, Bargem, c'est là. Se découpant sur son piton rocheux, Bargem est une petite cité médiévale posée à 1100 mètres d'altitude. Ce nid d'aigle est dominé par une chapelle récemment restaurée et un château en ruine. Depuis 1967, le site est classé à l'inventaire des monuments historiques. Le site est bien préservé, ils ont fait très attention à garder l'authenticité, il n'y a pas de parabole, de fil électrique, de ligne haute tension qui passe à côté. Pierre effectue une modélisation en 3 dimensions de Bargem. Pour ce travail de précision, il va survoler le village durant 1h30. Donc là, j'ai ouvert la trappe. Le paysage qui défile sous mes yeux correspond à la zone que je vais photographier. Je commence à déclencher la première photo. Top. Première photo. Deuxième photo. Troisième photo. Pierre doit effectuer 5 passages et faire 250 clichés pour couvrir tous les angles et obtenir cette reconstitution en 3 dimensions. Avec ces images d'une grande précision, pour la première fois, les habitants de Bargem pourront imaginer des projets d'aménagement et avoir une vue d'ensemble du château pour une future restauration.
maintenance de Valence à destination de Cannes-Mandelieu. Pour le pilote, la mission est terminée. De la Roméo 138 et à 20 nautiques Il met le cap au sud, en direction de la côte. Il survole d'abord la capitale mondiale du parfum, Grasse. Pour rejoindre la mer, Pierre longe le pic de l'Ours. Avant d'arriver 20 km plus loin, au-dessus des crêtes du massif de l'Estérel. Après 20 minutes de vol, Pierre franchit le dernier sommet avant la Méditerranée. C'est la porte d'entrée de la rivière. Après la pointe de l'Esquillon, il dépasse Théoul-sur-Mer, un ancien petit port de pêche. Encore quelques minutes de vol et le pilote-photographe survole maintenant la baie de Cannes, l'une des plus célèbres du monde. En forme dense presque parfaite, elle est appelée aussi golfe de la Napoule et s'étend sur près de 8 km. Alors la Riviera à moi, en fait, c'est à partir de Cannes. L'Estérel, Cannes, et tout le littoral ici, là où nous sommes actuellement, c'est vraiment superbe. Surtout comme aujourd'hui, où la mer est calme, il n'y a pratiquement pas de vent, et la visite est excellente, et on se promène, on plane dans du velours en fait. Et c'est extrêmement doux. Après Cannes, Pierre arrive au-dessus du cap d'Antibes. Sur seulement 4 km², cette presqu'île est l'un des lieux les plus prisés de la Riviera. En volant toujours vers l'est, le pilote atteint la célèbre baie des Anges. Elle s'étend jusqu'à la ville de Nice. Dans la capitale de la Riviera française, la promenade des Anglais longe la mer sur près de 7 km. C'est la plus longue avenue de la côte. Un endroit que je préfère, c'est environ de Nice, le nord de Nice, mais le plus beau, c'est la rade de Villefranche. C'est là où nous allons arriver dans quelques minutes. Mais avant, il doit encore franchir une autre presqu'île, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Dominé par le fameux hôtel du Cap, un palace prestigieux. Dans ce site classé, les villas les plus luxueuses dominent la mer à l'abri des regards. On arrive sur le sémaphore du Cap-Ferrat, qui est le point d'entrée de la rade de Villefranche. Et se dévoile enfin Villefranche-sur-Mer, le plus grand port de toute la Côte d'Azur. Je pense que c'est une des plus belles baies de France, certainement, et peut-être d'Europe, une des plus grandes, parce qu'elle est très fermée en fait, elle est fermée, elle est étroite, et ouverte à l'intérieur, donc elle est très bien protégée
les phénomènes de houle. Pierre Hémon remonte vers l'arrière-pays. Dans 20 minutes, il sera de retour sur son aérodrome de Sipierre. Demain, il est attendu en Afrique pour une nouvelle mission. Quelques jours plus tard, une navette quitte le port de Cannes. À son bord, 2 botanistes de renommée internationale qui étudient la flore de la Riviera. Aujourd'hui, il y a des espèces qui se retrouvent plus que sur les îles, vu que, comme on voit derrière, la côte sur le littoral méditerranéen est largement urbanisée. Donc aujourd'hui, les îles, c'est aussi un territoire refuge où certaines espèces ont pu persister, et c'est d'autant plus important de les conserver aujourd'hui. Le trajet dure seulement 20 minutes pour emmener les 2 scientifiques sur la plus petite des îles de Lérins, Saint-Honorat. Ce n'est pas un espace naturel en tant que tel protégé, ça ne fait pas partie d'un parc national ou d'une réserve naturelle intégrale, mais malgré tout, il y a une biodiversité qui se maintient. Depuis 15 siècles, Saint-Honorat est occupé par des moines. Ce petit territoire à fleur d'eau est dominé par le clocher de son monastère cistercien. Une trentaine de religieux y vit encore en observant la règle de Saint-Benoît. Il y a une dizaine d'années, ils ont décidé de réhabiliter ce vignoble pour le cultiver selon des méthodes écologiques. Le domaine est fermé au public. Exceptionnellement, les 2 scientifiques ont obtenu l'autorisation d'y recenser les végétaux endémiques. Le Staki, c'était vers là-bas. C'était là-bas. C'était après, là, sur 2. Donc... Ah bah, il y est là, tiens, déjà. Très vite, ils font une première découverte. Là, il est encore en fleurs, un petit peu. Une petite plante rare et protégée. Enfin, il est même carrément en fleurs. C'est l'épierre faux basilic, qui est une espèce très rare en France. Elle est présente qu'en Corse et dans les Alpes-Maritimes. C'est une plante plutôt sud-méditerranéenne, donc on va la retrouver plutôt sur les côtes d'Afrique du Nord. À Saint-Honorat, depuis que les moines ont banni les produits chimiques, des espèces réapparaissent. C'est vraiment intéressant de la voir dans une situation de vigne. Ça montre bien qu'on peut concilier des pratiques agricoles, viticoles, avec la préservation de la biodiversité végétale. Après les vignes du centre de l'île, Katia et Frédéric rejoignent le bord de mer. Non, 5 mètres. Ils complètent leur inspection au milieu des rochers. Ah, je crois que je vois une revanche qui va essayer. Oh là, ouais, mais ça c'est intéressant. Bonne surprise, ils découvrent une fleur extrêmement rare. C'est une orobanche. Là, elle est un petit peu sèche. Orobanche fuliginosa. Elle n'a plus été vue depuis plus de 100 ans par un moine qui s'appelait Gillot et qui a fait la première petite notule de la flore de Lérins avec une 50aine d'espèces, dont cette espèce qu'on recherche vainement depuis plusieurs années. Et alors les orobanches, les plantes parasites, c'est très capricieux. Une année c'est présent, une année pas. On ne connaît pas encore tout de leur biologie. La plante est presque fanée. Katia en profite tout de même pour la photographier. Avec cette découverte, c'est un nouveau chapitre de leur inventaire qui s'écrit. On avait recensé déjà de l'ordre de 250 espèces végétales indigènes différentes. Et encore. Et encore une nouvelle.
Dans un petit périmètre autour de l'Orobanche, T'es prête? Ouais. Katia et Frédéric listent tous les végétaux présents. Lotus. Lotus cytizoides. Ce travail, ils l'effectuent en latin, la langue commune au petit monde des botanistes. Atropurpurea. Docus carota. Urospermum d'Alechampilly. Ça se complique. Ioseris radicata. Même un article en chinois, on arrive à capter l'attention parce qu'il y aura au moins les noms latins et on aura au moins la possibilité de voir de quelle espèce ils peuvent parler. Donc ça, c'est intéressant. Le lendemain, les deux scientifiques sont à Monaco. Avec seulement 2 km² de superficie, la principauté est le deuxième plus petit État du monde. C'est également l'un des plus densément bâtis. Ici, la végétation méditerranéenne a presque disparu. Seul le palais princier possède encore un véritable jardin, exclusivement réservé à la famille Grimaldi. À titre exceptionnel, Katia et Frédéric sont autorisés à venir travailler dans cette zone ultra protégée. Et nous voilà dans le jardin. Oui, Arrive. À chacune de leurs venues, c'est François Bonne, le jardinier en chef du palais, qui les accueille. On va faire notre petit périple. Pour atteindre la zone la plus sauvage de ce jardin en terrasse, Vas-y, Katia. ils doivent d'abord emprunter un tunnel. Ensemble, ils descendent une 50aine de marches creusées dans la muraille. Bon, on a toujours notre racine de ficus, là, en plein milieu. Hein. ouais, Donc, super. elle commence à prendre de la place. Incroyable. Qui traverse le rocher depuis le XIVe siècle. Tout à fait, ouais. Au bas de l'escalier, cette grille s'ouvre sur les fortifications du château. Dans cette zone, difficilement accessible, les deux scientifiques ont découvert un petit sanctuaire de la biodiversité méditerranéenne. Un trésor écologique qu'ils entretiennent avec le jardinier en chef. Pour y accéder, il faut emprunter un sentier le long des soubassements du palais. Premier arrêt, au-dessus du port de Fontvieille, Elle est belle, hein. Là, tu vois, regarde cela. pour un aperçu de cette flore rare. L'an dernier, il y a eu une sacrée bonne floraison, et cette année, rien du tout. Vous avez le fort arborescente qui est présent ici, la lavater maritime, vous avez un petit taille qui est présent là, qui est endémique de Provence, Côte d'Azur, Corse. Donc là, vraiment, c'est un petit condensé de la biodiversité monégasque. Un petit morceau de nature méditerranéenne piégé au cœur d'une agglomération parmi la plus importante au monde. C'est ça qui est assez fabuleux. Statice, lavater, campanule, mathiole, Christ marine. Ces plantes doivent être protégées de l'invasion des nombreuses variétés exotiques. Ça là en fleurs en plus. Alors constamment, il faut arracher les végétaux invasifs qui menacent ce patrimoine naturel. J'en ai encore trouvé 3. Bah, de l'aloe, il y en a pas mal encore, mais bon. Des fois, ça me fait de la peine d'arracher des plantes en fleurs parce que j'ai toujours ma formation et mon métier avec l'expérience qui me dit « Ah non, non, ça c'est beau, il ne faut pas que j'arrache. » Mais C'est ça la gestion sélective des plantes envahissantes. Les deux scientifiques se dirigent maintenant vers l'enceinte du château. alors là, on n'est pas encore là, c'est ici. Ici, au cœur de la ville, Alors, Elle est là. subsistent quelques plants de nivéole, une fleur devenue très difficile à observer. Oh, regarde François, il y en C'est a pas pas mal marcher hein, cette dessus année, parce que ouais. Ça, ce sont les fruits de Nivelle de Nice, qui est une espèce endémique, c'est-à-dire localisée à une aire géographique très restreinte. Elle est présente depuis le col de Vence, au niveau des Préalpes de Grasse, jusqu'à la frontière franco-italienne, jusqu'à Grimaldi. Et il y a quelques dizaines de populations, donc c'est vraiment parmi les espèces les plus remarquables et les plus rares de la principauté.
Le Rocher de Monaco, c'est une zone refuge par excellence, parce que les Alpes-Maritimes et Ligures ont été épargnées par les glaciations du Quaternaire, et donc les glaces ne sont pas arrivées jusqu'à la mer, ce qui fait que les espèces animales et végétales ont pu persister jusqu'à nos jours. Donc peut-être cette espèce-là, elle était présente il y a peut-être plusieurs dizaines de milliers d'années. En fin d'après-midi, Frédéric et Katia quittent Monaco en bateau. Ils en profitent pour observer cette fois depuis la mer les arbustes accrochés aux impressionnantes falaises. Tu as vu le plumbago là-bas? Le limonium, on l'avait vu par là, mais là je ne sais pas si on l'a vu. On n'avait pas pu débarquer, je crois. Là, on dirait un petit peu plus jeune. Puisque les espèces se trouvent encore ici, c'est que c'est quand même une zone refuge pour certaines espèces. Elles ont la capacité à se maintenir sur place au-delà de l'urbanisation. Les deux botanistes se donnent encore plusieurs années avant de publier leur inventaire. Au même moment, sur la promenade des Anglais, un autre couple de passionnés s'apprête à photographier l'un des joyaux du patrimoine architectural niçois. Ok, eh ben écoute, on va se poser par là. Le Palais de la Méditerranée. Cet ancien casino, ouvert en 1929, est à l'époque l'un des plus beaux du monde. Ses façades, classées au titre des monuments historiques, ont reçu le label Patrimoine du XXe siècle. Elle raconte la grande époque des bains de mer et des jeux de hasard sur la Riviera. Dès les années 20, on filme la baie de Nice pour des campagnes publicitaires destinées aux Américains. The promenade des Anglais, which borders the beach, is lined with fashionable hotels and villas, and possesses one of the most magnificent seafronts of any city in the world. Agnès est historienne de l'art et elle se passionne pour les sites de villégiature balnéaire. Olivier, lui, est photographe professionnel. Regarde un petit peu. Tu as vu, tu verras, il y a le kiosque qui a disparu ici. Je peux voir. Et ça serait quand même bien d'avoir quelque chose d'assez pur. Depuis 10 ans, ce couple mène une étude très précise des façades de la Riviera. Ensemble, ils ont déjà publié des ouvrages sur les plus beaux édifices du bord de mer et de l'arrière-pays. C'est des villes qui ont été créées pour le seul plaisir de gens qui venaient de manière saisonnière. Donc c'est un territoire hors du temps, hors normes, hors des règles. Tout est exacerbé. Y compris l'architecture? Y compris l'architecture parce qu'elle se devait quand même d'être ostentatoire, d'être significative, aussi bien pour ces commanditaires qui voulaient marquer leur richesse que pour après les municipalités qui ont besoin d'attirer les gens. Allez, c'est parti. Olivier effectue ses derniers réglages. Il travaille encore à la chambre photographique, le meilleur outil pour faire des clichés de grand format. Cette technique est utilisée par les photographes d'architecture. Ah là, il y a quelqu'un qui arrive là. Comment? Ça va être bien ça. L'idée, c'est de cumuler l'architecture et la fonction promenade des Anglais pour les badauds. À chaque photo, il y a une histoire qui se passe. La promenade des Anglais doit rester un lieu vivant, un lieu d'innovation, de création, comme il a toujours été dans son histoire, depuis ses origines.
Après Nice, Agnès et Olivier sont attendus quelques kilomètres plus à l'ouest, dans des maisons exceptionnelles. Dès le 19e siècle, des centaines de villas sont édifiées entre Cannes et le Cap Ferrat. Qu'elles soient néoclassiques, rococo ou résolument contemporaines, ces grandes maisons sont des repères. Et aujourd'hui encore, les plus grands architectes y expriment tout leur talent. Comme ici, sur les hauteurs d'Antibes, où la villa bloc dévoile ses formes radicales et géométriques. Un chef-d'œuvre imaginé en 1967 par Claude Parent, un architecte français. Agnès et Olivier ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de la visiter pour la photographier. La Villa Bloc est un monument d'avant-garde. Bâtie sur une ossature de béton, de fer et de verre, elle est l'exemple le plus abouti des maisons sur pilotis qui ont révolutionné l'architecture à partir des années 50. Dès qu'on arrive ici, déjà l'absence de murs, on a l'impression de flotter dans les airs. Il n'y a aucune limite au regard, il y a une transparence maximale. Toute la pièce, il n'y a pas de mur non plus, c'est une fluidité totale. On est vraiment dans le panoramique. Et on n'a pas du tout le vertige, on n'a pas du tout l'impression de flotter en hauteur. On est très stable. Cette maison qui était expérimentale, novatrice au départ, maintenant, elle devient une référence pour les architectes futurs. En fin d'après-midi, Agnès et Olivier continuent leur périple à quelques kilomètres seulement. Cette fois, ils ont rendez-vous sur les hauteurs d'Antibes. C'est ici qu'un grand nom de la peinture du XXe siècle, Hans Hartung, est venu s'installer dans les années 70. Il y a conçu cette immense villa de béton blanc, au milieu des pins et des oliviers. Le couple y est accueilli par le directeur de la Fondation Hartung. On est tout de suite saisi par la blancheur de l'architecture, la minéralité. Agnès est séduite par la magie du lieu. Les dimensions sont exceptionnelles. C'est une maison méditerranéenne, de par la qualité de son architecture, les murs blancs, bas, elle est ancrée dans le sol, elle s'enfonce presque dans le sol. C'est l'inspiration aussi des villas romanes antiques et c'est la rencontre entre un artiste qui s'est fait architecte et un site méditerranéen. Là, ici, vous voyez, on arrive dans le champ d'olivier. Aujourd'hui, la Villa Hartung est une fondation consacrée à la mémoire de l'artiste. Un espace naturel qui reste d'ailleurs dans son jus aujourd'hui. Toute l'année, elle accueille en résidence des historiens de l'art et des scientifiques. Ils viennent travailler ici, dans le calme, comme l'a souhaité le peintre dans ses dernières volontés. Après une vie chaotique, le créateur connaît le succès au début des années 50. Hans Hartung s'installe ici en 1973 avec sa femme, elle aussi une artiste reconnue. Blessé durant la Seconde Guerre mondiale, Hans Hartung est amputé d'une jambe. Il ne peut peindre qu'assis sur son fauteuil roulant. C'est dans cet atelier qu'il travaille jusqu'à sa mort en 1989. Ici, Agnès, on entre dans l'atelier même de Hans Hartung. Cette pièce n'a pas été touchée depuis 25 ans. Les projections de peinture qu'il y a au mur, ce sont celles qu'il avait lui-même faites. Et c'est donc l'endroit où il a créé quantité et quantité d'œuvres jusqu'à la toute fin de sa vie.
il y a un formidable sens du cadre de la part d'Hartung quand il conçoit son atelier. C'est extraordinaire à quel point le jeu avec ce paysage d'olivier, cette espèce de découpage sur la nature, donne le sentiment d'un tableau vivant. Hans Hartung est un inventeur. Père du tachisme, il peint au pistolet, mais détourne aussi pour son travail des objets de la vie quotidienne, comme ce simple balai. Comme vous pouvez le voir, il y a ces traits qui sont extrêmement parallèles. Et c'est pour ça qu'il utilisait son fameux pinceau à plusieurs branches, qui donnait donc le sentiment d'une virtuosité du geste avec des traits extraordinairement réguliers et parallèles. La photo d'Olivier rejoindra sa collection consacrée aux artistes qui se sont installés sur la Côte d'Azur. Le lendemain, Agnès et Olivier Monge se dirigent vers les sommets des Alpes du Sud qui surplombent la Riviera. Ils vont faire une série de photos insolites consacrées à l'architecture du tourisme de montagne. Ils traversent une partie du parc national du Mercantour, empruntent ensuite la route de la Tinée et s'élèvent vers Saint-Sauveur pour atteindre le village d'Isola. Il leur reste encore une dizaine de kilomètres à parcourir pour atteindre Isola 2000, la station de sport d'hiver la plus proche de la mer. À partir du XVIIIe siècle, les gens ils commencent à venir sur la Côte d'Azur pour profiter de la douceur du climat, mais en hiver. Par contre, ils découvrent la montagne de la même manière, mais en été. Et avec le XXe siècle, il va y avoir un renversement. Les gens, avec la découverte du ski et des sports d'hiver, vont désormais venir en montagne l'hiver. Une promenade dans le haut pays n'est jamais décevante, surtout si elle nous conduit dans la région d'Isola. Mais ce village paisible, dont le nombre des habitants diminue au fil des années, va connaître bientôt une nouvelle animation. En 1969, on décide de faire sortir de terre au-dessus du hameau d'Isola un grand ensemble pour les amoureux du ski. La future station sera de 6000 lits. Une infrastructure d'accueil qui permettra donc de recevoir un maximum de touristes. Nous sommes à la fin du mois de mai, c'est le dernier jour avant la fermeture des pistes. Olivier veut faire des clichés spectaculaires d'Isola 2000. Là-bas, tu m'as dit, ça s'appelait comment, là, le secteur? C'est le secteur Lombard, en fait. Le directeur de la station l'accompagne pour trouver le meilleur point de vue. Idéalement situé, ce site est l'un des plus enneigés, mais aussi l'un des plus ensoleillés de France. On va s'arrêter, on va monter là-haut. Voilà, on va continuer. Quand ça sera plus dégagé. Ça sera plus facile. Ah bon, on est bien là. Tu vois là, ça ouvre le champ. Tu vois là, regarde. Je pense que là, t'es beaucoup moins. L'idée, c'est de monter un tout petit peu pour passer juste au-dessus du télésiège. Ouais, c'est la piste de Verpe, voilà. On cherche un point de vue pour faire une photo de nuit. Un point de vue dégagé, avec une face relativement pentue en face, qui va être damé par les ratraques cette nuit. Ce qui est assez intéressant, c'est que le damage, avec les lumières des dameuses, rend visible toutes les pistes d'un domaine skiable. En fin d'après-midi, les derniers skieurs ont quitté le massif. Bon, on va se retrouver seul. Hein. Bon, les photos en montagne, c'est toujours tendu. Là, la nuit commence à tomber, il faut faire le cadre avant que la nuit tombe. Donc, oui, il faut enchaîner assez vite. Agnès et Olivier s'installent pour une longue nuit dans le froid. Sur un même territoire, et c'est le seul territoire en France où on a en même temps une villégiature de bord de mer et une villégiature d'hiver avec les stations de sport de ski.
Et le mythe veut qu'en une journée, le matin, vous pouvez vous baigner à Nice et venir skier l'après-midi à Isola 2000. Le photographe prépare maintenant sa prise de vue. Oui, très bien. Voilà. Isola 2000, c'est le balcon des neiges sur la Riviera. Elle me raconte l'histoire des 30 Glorieuses, de cette époque fantastique où il y avait une croissance économique hallucinante. On avait aussi une énorme foi en l'avenir. Et la montagne, à cette époque, elle va incarner des valeurs de modernité, de rapidité, de vitesse. Le soir tombe. À la demande d'Olivier, sur les pistes, les dameuses se mettent en marche. Et c'est parti pour quelques heures. Olivier déclenche l'obturateur de son appareil. Il va le laisser ouvert toute la nuit pour capter la lumière des phares dans la montagne et créer des clichés originaux. Le résultat, le voici. Aujourd'hui, cette série illustre un ouvrage consacré aux plus grandes stations de sport d'hiver dans le monde. Après la haute montagne, cap au sud. Il faut traverser le parc national du Mercantour pour arriver à Saint-Martin-Vésubie, avant de rejoindre la vallée des Merveilles. À 15 km de la mer, Sospel est une petite ville posée au bord de la rivière Bévéra, au pied des montagnes. Le fruit symbole de la Méditerranée, l'olive, a fait la fortune de cette ancienne cité médiévale. Pour découvrir ce qui fait le renom de Sospel, il faut quitter le village et se rendre un peu plus haut. À 900 mètres d'altitude, apparaît alors le col Saint-Jean. Ici, des milliers d'oliviers produisent encore un fruit d'exception, la caillette, ou l'olive de Nice. Avec son goût unique, elle bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée. On va mettre celui-ci là, comme ça, là. Au milieu de leur exploitation, les Sophiotis sont à pied d'œuvre. Nous sommes au mois d'avril. Ils étendent les filets pour la dernière récolte de la saison. Il faut bien les mettre pour pas que les olives partent. Il faut qu'on ait tout ce qu'on fasse tomber de l'arbre, il faut qu'on puisse le récupérer. Frédéric travaille ce matin avec ses parents qui ont créé le domaine et sa femme Carla, d'origine italienne. Ici, on ramasse toujours les olives à la main. Seule entorse à la tradition, les filets sont aujourd'hui en plastique. À l'origine, ils faisaient ça avec des gros tissus en lin, hein, donc très très lourds. Et il faut dire que le plastique, ça a vraiment simplifié beaucoup de problèmes, quoi. C'est plus léger, ça se tache moins, c'était des gros filets en lin. Et à cette époque-ci de l'année, à la fin de récolte, ils étaient violet-noirs, quoi. Cette année, la récolte est excellente. Frédéric a déjà ramassé près de 6 tonnes d'olives. Ah oui, ceux-là, elles sont dures à enlever, ça ne va pas tout seul. Il y en a encore des bien accrochés, oui. Il s'attaque maintenant aux fruits les mieux fixés. Pour les cueillir, la méthode la plus efficace est de grimper dans l'arbre. C'est un acrobate, lui, alors, mais il faut se méfier des acrobates. Pour grimper, pour avoir une certaine sécurité et avoir surtout les mains libres pour travailler, il faut avoir 3 points d'ancrage. J'ai le pied, j'ai le genou et j'ai l'autre pied. Ce qui permet d'avoir les mains complètement libres.
Voilà. C'est un sport après. Hein. Là-haut, il y a les plus belles. C'est pour ça que je fais celle-ci, moi. C'est parce que c'est les plus belles. Non, toute la sève, l'arbre, il va toujours privilégier la partie aérienne. D'ailleurs, quand un arbre il va sécher, il va faire sécher les parties du bas et garder la partie du haut, puisqu'en fait, c'est le meilleur ensoleillement. Donc, on a une meilleure maturité, on a vraiment les olives les plus belles. C'est maintenant l'étape la plus délicate. Pour faire tomber les olives récalcitrantes, Mocchi, un oléiculteur italien, est venu prêter main forte à Frédéric. Il utilise une gaule en noisetier, dont l'usage nécessite un véritable coup de main. Il faut essayer de caresser la branche, parce que si on fait au contraire comme ça, on casse. Donc il faut faire doucement quand même. Il faut faire doucement, pas trop même, mais il faut quand même taper. Chaque arbre produit en moyenne entre 40 et 80 kilos d'olives. Ouais. En fait, il faut toujours faire très attention où on met les pieds, quoi. Oui, oui. L'huile, il faut le faire au moulin, pas sur les filets. Ici, c'est trop tôt. Ah, c'est bien chargé, hein. Non, on va le vider. Quand on met les olives dans les caisses, c'est un des plus beaux moments de la récolte parce qu'après une longue journée de travail, à la fin de se retrouver avec 25 ou 30 caisses pleines d'olives, c'est beau. Par amour, il y a 10 ans, Carla quittait Milan et son métier de designer pour travailler aux côtés de son mari. C'était tout nouveau pour moi. Petit à petit, je me suis habituée, mais je dois dire de faire l'huile, l'agriculture et tout, ça me plaît. Je laisse le travail plus dur à Frédéric. Moi, je m'occupe d'autres petites choses, aussi de la vente. Nouvelle étape, le tri. Voilà. On a une chair qui est violette. Voilà. Ça, on a maturité de la peau et maturité de la chair. Et donc là, on peut faire des excellentes olives et une excellente pâte d'olive. Voilà. Toutes les variétés d'olives, les 600 variétés d'olives sont vertes au début, noires à la fin. Certaines, on les récolte vertes parce qu'elles sont meilleures. Certaines, on les récolte noires. C'est le cas de la nôtre. Avant de pouvoir être consommées, les olives sont mises en saumure. Un mélange d'eau et de 10% de sel. Cette méthode traditionnelle permet de conserver leur goût et surtout leur couleur. Ça, c'est des olives qu'on va pouvoir consommer dans 2-3 mois. Hein. Elles sont mûres, elles n'ont pas besoin de beaucoup de travail. Maintenant, selon la maturité, ça peut prendre jusqu'à 18 mois. Depuis quelques années, Frédéric s'est lancé un nouveau défi, cultiver des légumes. Voilà 1 heure qu'il est à l'ouvrage. Il travaille sur des restanques, ces terrasses de terre qui modèlent le paysage et le relief. Sur ces pentes escarpées, il fait pousser tomates, salades, haricots, petits pois. Et pour être plus proche de cette nature qu'il aime, il a décidé d'abandonner le motoculteur pour la traction animale. Allez, on tourne. Allez, on tourne, Martin. Là, stop, voilà, stop. Depuis 3 ans, il travaille avec son fidèle compagnon, Martin. Un croisement entre un baudet du Poitou et un âne provençal. On fait une pause, c'est bien. C'est l'âne qui convient le mieux à la culture maraîchère. Pourquoi ? Parce que la particularité de l'âne et du mulet, c'est de marcher sur un fil. Hein. Voilà. L'âne, vous allez voir quand il va travailler, il met ses pieds relativement droits. Contrairement aux idées reçues, cette technique n'a rien d'archaïque. Et elle permet à Frédéric de gagner du temps par rapport à la machine. Avant que j'ai l'âne, je retournais au motoculteur
Et puis après, avec une sape, comme ça. Donc là, il y a une demi-journée de travail pour faire ça. Avec ce qu'on a fait en 10 minutes, là, même pas. Il y a une demi-journée de travail en suant beaucoup. Cette agriculture de proximité, c'est essentiel pour donner à manger aux gens d'ici. Si on ne cultive pas la terre d'ici, on mange quoi? On peut pas manger que du mondial, quoi. Donc c'est effectivement content et fier de pouvoir le faire. Allez. Retour à la maison. Dans l'après-midi, les Sofioti reçoivent un invité de marque, de la petite olive, un cuisinier renommé de la région, Bruno Chirino. La petite olive de montagne, parce que l'olive de 10, elle est souvent un peu plus grande. Hein. Ouais, ce chef étoilé est venu avec sa femme déguster les produits de Frédéric. C'est pas irrigué et... D'origine italienne, pour lui, l'olive est l'ingrédient qui sublime la cuisine de la Riviera. Oh là là, ce jus d'olive. Vraiment les jus. Vous avez vu ça où? Une burla. Une burla. C'est incroyable. Frédéric leur fait déguster des huiles de son meilleur cru. Là, c'est couleur or, donc ça n'intervient pas au niveau du goût. Normalement, quand on fait les dégustations, les normes, c'est de le faire dans des verres bleus pour ne pas voir la couleur. Mais moi, je trouve ça aberrant de ne pas voir la couleur. Là, c'est extraordinaire. Je goûterai les deux ensemble pour vous dire la différence que je trouve entre les deux. Ah oui, bien sûr, pas de souci. C'est là que j'ai trouvé un petit goût d'artichaut sur celle-là. C'est normal. Jusque-là, tout va bien. Et sur l'autre? Plutôt, je sais pas, noisettes, céréales, mais j'ai pas vraiment réussi à celle-là encore. Parfait. Non, c'est ça? Oui, mais c'est ça. C'est un bon palais pour l'instant, Frédéric, il a un bon palais. C'est parfait. Il y a un autre moyen de goûter l'huile d'olive. Vous pochez une pomme de terre tout simplement à l'eau avec sa peau et immédiatement, quand vous la sortez de l'eau, vous la coupez en deux et vous faites couler, vous mettez un petit filet d'huile d'olive dessus. La pomme de terre va s'engorger d'huile d'olive, elle va le boire, l'huile d'olive, immédiatement, et vous goûtez votre pomme de terre comme ça. Et alors là, vous pouvez vous imaginer plus avec quoi je vais l'accompagner. Deuxième dégustation, la spécialité de la maison, la pâte d'olive. Une tradition du pays de Sospel. Avec des olives de 2011. Ah bah millésimé, voilà. Voilà, ben, on sait ici les récoltes. On fait une verticale. Je vous laisse goûter. Allez, sur du pain. Il faut savoir aussi que c'est la meilleure façon de goûter la pâte d'olive, hein, avec un pain nature. Il y a quand même beaucoup d'huile d'olive qui intervient dedans. Il y a un pourcentage où... Elle n'est pas sèche. Le minimum, c'est 5. En fonction de ce qu'il y avait d'huile dans les olives, on va rajouter plus ou moins d'huile. La pâte d'olive, c'est vraiment d'ici, c'est entre Nice et Gênes, on va trouver ça. Et souvent, on la mange, à Nice, on la mange avec des légumes crus. Séduit, Bruno Chirino révèle quelques secrets à Carla, qui vient d'ouvrir une table d'hôtes. Là, elle met bien à l'intérieur. C'est avec la chaleur que le pain va prendre le goût d'huile d'olive. Le chef réalise une spécialité de la Riviera, les michettes à l'huile d'olive. On peut souder. Si on veut des petits pains individuels, on les coupe comme ça. Mais si on veut, on en fait un repas familial. C'est un pain qu'on mange avec, on accompagne avec des mets particuliers ou... Non, avec la cuisine méridionale, la cuisine niçoise, la cuisine d'ici. On fait un petit bateau comme ça. Ok. Voilà. Comme ça, on soude bien hein, pour pas qu'il... Voilà, comme ça, il est parfait. Allez-y, allez-y. Okay. C'est vrai que pour nous, qui sommes producteurs d'huile d'olive et qui on fait toutes les semaines notre pain, ça c'est une bonne idée. L'été, en plus, on peut le faire cuire avec le copain, faire découvrir la tradition. La cuisson va durer 2 heures. Deuxième partie de la leçon, les gamberoni. Ces crevettes géantes sont l'un des trésors de la gastronomie méditerranéenne. Ça, c'est exceptionnel, c'est le gamberoni de Saint-Rémy. Il est normalement couleur un peu violet sur la tête,
pour moi, c'est les plus réputés au monde. Et c'est un goût de langoustine, mais en même temps, la douceur du homard. En fait, c'est mieux qu'un homard, beaucoup mieux. Délicieux. Car là, je vais te donner une petite astuce pour la cuisson. Si par exemple, on met n'importe quel crustacé, une crevette à cuire comme ça, à la cuisson vive, ça va se rétrécir comme ça. Donc, ça va être difficile à décortiquer. Oui. Alors, il y a une petite astuce de chef. On retourne le gamberoni, on le pique donc avec le petit bâtonnet en bois, tout le long du corps, voilà. Et là, on le met en cuisson comme ça, vous voyez, et il ne rétrécira jamais. Ok. Attention, voilà, il faut les saisir dans l'eau très... Après la préparation, la cuisson. Elle fume un peu, c'est très bien. Oh là, attends. Oh, mais elle n'a pas peur, hein. Vas-y, encore un. Doucement. Combien de temps, ça, en cuisson? Ah là, on ne compte pas le temps, c'est par rapport... voilà, un aller-retour, mais c'est par rapport à la grosseur du gamberoni aussi. Hein. Alors là, c'est bon, tu vois. Vous notez pas la carcasse, vous? Ah, il faut jamais enlever la carcasse, parce que dessus de la carcasse, il y a une pellicule qui est coraillée. Et c'est ce qui renferme la chair. La chair du gamberoni, c'est un peu comme dans le homard. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Toute la saveur se trouve sur ce pellicule. Et c'est ce qui va donner le goût. Voilà. Ah, ils sont parfaits. Voilà, tu peux arrêter le gaz, on enlève. Il ne faut que 3 minutes pour cuire les gamberoni. Voilà. Alors, c'est maintenant l'heure de la dégustation. La famille Sofiotti découvre des nouvelles saveurs. Alors, vous avez des gamberoni de San Remo avec un accompagnement de nèfles et mûres d'arbres blanches et du citron de menthon confit. Parfait, bravo, bravo. Divinement bon. L'écurie, chef. Elle a l'écurie, elle a l'écurie. Allez, votre bonne santé. Voilà. Allez, à toi, on a bien travaillé. Le charme. Elle a bien travaillé, hein. Non, plutôt faire ça pour ça. La vallée de la Roya rejoint le littoral et débouche à Menton. Dernière ville avant l'Italie, avec ses hivers doux et ensoleillés, elle attire depuis le 19e siècle les estivants, venus de toute l'Europe. Le vieux quartier s'étend au pied de la basilique Saint-Michel, un petit joyau baroque construit au XVIIe siècle par un architecte génois. Cet enchevêtrement de maisons est comme un avant-goût de l'Italie. Andrea et Gisela sont mari et femme. Elle est historienne de l'art et lui architecte. Ensemble, ils ont écrit une dizaine d'ouvrages sur le patrimoine de la Ligurie, la partie italienne de la Riviera. Premier arrêt au large de Ventimille, à l'endroit précis qui marque la séparation entre la France et l'Italie. L'Italie commence à cette fracture, sur cette vallée en V, où l'on voit le pont de l'autoroute. Les rochers de couleur rouge s'appellent Balsi Rossi. Ils indiquent le début de l'Italie. Nichés dans les flancs d'un haut rocher de dolomite rosée, qui a donné son nom au site, ces grottes attestent de la présence humaine depuis 240 000 ans. Les hommes primitifs ont choisi cet endroit à cause des grottes, bien sûr, mais surtout parce que ces parois verticales empêchent l'air froid de la tramontane d'arriver jusqu'ici. Entre la vallée de la Roya et la mer, il y a une différence de climat de 3 à 4 degrés. Ce sont les premiers touristes qui sont arrivés ici, et ils ont pensé que c'était le plus bel endroit. À 4 km à l'est de la frontière apparaît le golfe de Laté.
Dès le XVIIIe siècle, ce site remarquable est le lieu de villégiature des riches marchands de Vintimille. Andrea restaure des demeures historiques. Et dans cette baie, il vient de terminer la réfection de l'une des 2 grandes villas du bord de mer. Cette demeure fait partie des villas du XVIIe siècle de la plaine de Latte. Et elle présente toutes les caractéristiques de la villa aristocratique génoise. Elle est entièrement décorée avec des couleurs typiques. Ce sont celles de l'est de la Ligurie, comme Portofino. Elles sont plus vives. Côté italien, c'est une succession de longues plages, de stations balnéaires qui jalonnent les bords de mer et attirent les baigneurs dès les premiers beaux jours. Andrea et Gisela veulent maintenant nous faire découvrir leur ville, Bordighera. Elle est la première des grandes cités balnéaires sur la côte italienne. Depuis 10 ans, le couple se consacre au sauvetage d'un monument unique sur la côte, cette villa. Dessinée en 1872 par l'un des maîtres de l'architecture du XIXe siècle, le Français Charles Garnier. Parfait belvédère, elle se dresse à une centaine de mètres au-dessus de la Méditerranée. La villa Garnier est longtemps tombée dans l'oubli et au début des années 2000, les façades menaçaient même de s'écrouler. C'est un gros projet pour moi, mais c'est surtout mon chantier préféré. Parce que j'aime Garnier, j'aime cette villa, et je pense qu'il n'existe pas de maison plus belle, plus élégante que la villa Garnier. Ce monument est même à l'origine de leur rencontre. Nous nous sommes rencontrés dans le train et nous avons tout de suite parlé de Bordighera et de la villa Garnier. Tous les deux, nous avons échangé immédiatement pour savoir ce que chacun de nous connaissait sur la villa Garnier. C'est une vraie passion. Oui, exactement. En 1871, Charles Garnier travaille déjà depuis 10 ans à l'édification de son chef-d'œuvre, l'Opéra de Paris. Mais la guerre contre la Prusse et surtout la Commune de Paris le poussent à quitter la capitale. Le chantier de l'opéra doit s'interrompre. Avec sa femme, originaire de Menton, il choisit de s'installer à Bordighera pour profiter de la douceur du climat de ce petit port. Il met 2 ans à bâtir sa villa, qui comprend une trentaine de pièces. Aujourd'hui encore, pour y entrer, il faut passer par un grand parc botanique posé à flanc de coteau. Le créateur a également dessiné ce jardin face à la mer. Garnier a acheté tous les terrains autour de la villa avec 29 actes notariés pour garantir sa tranquillité et pouvoir transformer le parc en un véritable jardin botanique. Car il disait que quand on passe la frontière, on se retrouve en Palestine, comme la nouvelle Jéricho. Depuis une vingtaine d'années, la Villa Garnier est un hôtel géré par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Seule la cage d'escalier abrite encore des éléments de décoration du XIXe siècle. Comme ces caricatures dessinées par les amis artistes de l'architecte. Ils étaient nombreux à venir ici en villégiature.
La principale originalité de la maison est ce campanile d'une trentaine de mètres de haut. Charles Garnier l'appelait son mirador. D'ici, il pouvait profiter de ce panorama remarquable. Ce blanc éblouissant est inspiré des minarets arabes. Le campanile est haut et étroit. Et même s'il ne présente pas de lignes arabes dans sa décoration, il s'en inspire. En fait, c'est l'esprit d'un minaret, non pas dédié à la prière, mais à la jouissance du panorama. Dès 1874, avec l'arrivée du train, Bordighera se transforme en ville balnéaire. Des dizaines de villas sont construites, 15 hôtels sortent de terre. Garnier, de son côté, dessine l'église Terra Santa, avec un campanile qui rappelle celui de sa maison. Il conçoit aussi l'école. C'est aujourd'hui devenu la mairie. Bordighera est alors une station balnéaire à la mode. Elle attire de nombreuses célébrités et parmi elles, la reine d'Italie. Marguerite de Savoie décide de se faire bâtir une résidence face à la Méditerranée. Ce petit palais royal, Gisela le connaît parfaitement. Elle prépare une biographie de la reine Marguerite. Ce blason est particulier car il présente une double croix. Marguerite était doublement liée à la famille de Savoie par sa naissance et aussi par son mariage avec Umberto Ier. Partout, les blasons de la maison de Savoie rappellent que la reine Marguerite a vécu ici jusqu'à sa mort en 1926. Cette villa était le palais préféré de la reine Marguerite. Elle avait eu un vrai coup de foudre pour Bordighera, pour sa végétation, sa tranquillité, son isolement, mais aussi pour l'activité culturelle et mondaine. Andrea et Gisela aiment parcourir la Riviera en scooter. Ils veulent nous faire découvrir un lieu discret à quelques kilomètres dans l'arrière-pays. Pour s'y rendre, il faut d'abord longer la route du littoral et passer par San Remo, la luxueuse capitale de la Riviera Ligure. À la fin du 19e siècle, les aristocrates russes viennent ici passer l'hiver et font édifier la basilique Saint-Basile et ses coupoles de style orthodoxe. Ce sont les Anglais qui bâtissent le premier hôtel. Face à la plage, le Londra est aujourd'hui encore l'un des plus fréquentés de la ville. Mais c'est dans les années 60 que San Remo devient un mythe. C'est l'un des berceaux de la Dolce Vita. Cet art de vivre à l'italienne fait rêver toute une génération. C'est un mélange d'insouciance et de jeunesse dorée. Avec son climat et ses plages, la station balnéaire attire des milliers de touristes venus de toute l'Europe. Ils viennent profiter de cette côte splendide.
La ville est une destination à la mode, le fleuron de la côte ligure. Avec ses plages et ses bars, San Remo incarne la Dolce Vita. Andrea et Gisela quittent les bords de mer pour rejoindre l'arrière-pays en direction de Dolce Acqua. Posé sur les bords de la Nervia, ce gros bourg médiéval dominé par un château est traversé par un pont du XVe siècle. Ce site inspira de nombreux peintres impressionnistes et parmi eux, le français Claude Monet en 1884. Pour moi, c'est l'un des tableaux les plus importants de Monet. 130 ans se sont écoulés et ici, rien n'a changé. Monet était fasciné par la lumière de la région de Bordighera. Elle le rendait fou et il avait du mal à la reproduire dans ses tableaux. Après Dolce Acqua, Andrea et Gisela poursuivent leur route et empruntent la vallée du Meranzo. Nous sommes un peu en bord de mer et en montagne, au milieu des collines. Au bout de cette petite route de montagne apparaît le village d'Aprical. Ici, l'air est très différent de celui de la côte, surtout l'été. Par exemple, au mois d'août, il faut prendre une veste, car il peut faire très frais. Il suffit de quelques kilomètres pour changer de climat, mais pour bien manger aussi. Fondé au Xe siècle, Aprical est l'un des plus vieux bourgs de Ligurie. Gisela et Andrea viennent déguster ici la spécialité, la panzarola, un beignet de pâte à pain. Ils sont faits de pâte sucrée et frites. Le sabayon se prépare avec du jaune d'œuf et du muscat. Les deux se marient parfaitement. Délicieux, divin. Ma grand-mère préparait ce dessert qui fait partie de la tradition de notre région. Et c'est vraiment bon. Non, non credo. Sur le littoral de la Riviera, un trésor naturel pourrait disparaître. Une quinzaine d'espèces de grands mammifères marins, grands dauphins, baleines, mais aussi cachalots sont menacés. Ce matin, l'Alcyon, appareil des côtes françaises, en direction du golfe de Gênes pour une expédition de plusieurs jours. À son bord, 4 membres d'équipage, dont un scientifique, Pascal Mayol. Avec son association, Souffleurs d'écume, il se consacre à l'étude du comportement des baleines et des cachalots. Sur le site, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais on essaye d'avoir un maximum d'informations. Et le but de la sortie, c'est d'en avoir encore plus pour mieux comprendre notamment les déplacements de ces animaux-là.
Durant 3 jours, le navire va sillonner Pélagos, un sanctuaire de 87 000 mètres carrés, à cheval entre l'Italie, Monaco et la France, créé en 2003 pour protéger les mammifères marins de Méditerranée. La collision avec les cargos est la principale cause de mortalité des cétacés. C'est sûr qu'un bateau comme ça, le risque de collision est particulièrement important. Déjà, vous voyez, le niveau de conteneur, c'est quelque chose qui fait que le bateau, jusqu'à plusieurs milliers, centaines, voire milliers de mètres devant les trappes du bateau, peut ne pas voir. Cette zone est une véritable autoroute navale. Elle concentre 33% du trafic mondial du commerce maritime. Ici, chaque année, près de 30 baleines périssent après avoir été heurtées par un ferry ou un tanker. Après plusieurs heures de navigation, le vent faiblit enfin et la mer se calme. Les conditions sont propices pour les premières observations. On aura un meilleur champ de vision sur l'horizon pour l'observation. Pour respecter un protocole scientifique bien établi, il faut affaler les voiles et se placer à l'avant du bateau. Il n'y a plus qu'à regarder de partout. La technique, c'est de garder un cap constant, une vitesse constante, une vitesse plutôt basse, d'observer la mer vers l'avant du bateau, sur un angle précis. Dans l'idéal d'être trois personnes qui chacun veille un angle. Et le principe, c'est de regarder, disons, à l'équivalent d'un doigt sous l'horizon, de manière très régulière et sans s'arrêter. Pour repérer un animal dans l'immensité du large, la veille doit être méticuleuse. Il faut être patient, mais ça fait partie du jeu. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans le monde auquel on vit, au rythme où on vit, on ne prend plus vraiment le temps d'observer les choses. Et là, c'est des moments où on est au calme, et ça, c'est chouette. Ce qu'on recherche donc pour les grands cétacés, c'est soit des souffles, ça ressemble à un panache blanc qui va rester quelques secondes dans l'air, soit des dos qui vont briller avec le soleil, ça aussi, ça va attirer l'œil. Après plus de 5 heures de surveillance... Souffle. Première récompense. Jacques, sur 10 degrés, bâbord, elle est à 1000 mètres à peu près. Ouais, 1000 mètres, tu dis? À 1000 mètres à peu près, ouais. Tu la vois, Jonathan? Non, je t'ai vu. Elle vient de ressonder là. Une baleine souffle sur la route de l'Alcyon. Donc à partir du moment où elle va ressortir, tu me donneras son relèvement et sa distance. Ouais. Moi, je prends le point GPS. Et toutes les minutes, on prend un point jusqu'à la prochaine sonde. Ah ben elle est là, regarde, elle sort là. Ah, ok, je reprends là. Là, je l'ai plein nord. Là. Les rencontres sont brèves. Tu me donnes le relèvement et la distance? Il ne faut pas perdre de temps pour noter le plus de détails. 400 mètres, 450 mètres peut-être. Je dirais qu'elle fait route au 40 ou 50, quelque chose comme ça. Nord, ouais, nord-est. Tu la vois, toi? Ah ouais, elle est là. Regarde, elle souffle là. Ah, ok, c'est bon. Je suis à 45. Et en distance? Pareil, 400 mètres, il faut peut-être rapprocher un peu. Ah ben tu vois, c'était son dernier souffle, elle sonde là. C'était un rorqual commun. Donc les rorquals communs, c'est des baleines à fanon qui filtrent l'eau pour en retirer le krill. Et en Méditerranée, cette baleine-là fait une vingtaine de mètres pour 40 tonnes. Les femelles sont généralement un petit peu plus grosses que les mâles d'ailleurs. Et on a la même espèce en Atlantique, mais la souche génétique de Méditerranée est différente de celle de l'Atlantique. Et ça, c'est très important parce que si on venait à perdre cette souche génétique-là, on ne pourrait pas la remplacer puisqu'elle est unique. Immédiatement après la rencontre, Pascal descend dans la cabine. Il note précisément la position de la baleine observée et l'envoie à tous les navires équipés de REP7, un système novateur qu'il a mis au point il y a 2 ans. Donc améliore ta veille, diminue ton allure parce que là, il y a une baleine qui a été signalée. Une fois prévenue,
les capitaines vont pouvoir éviter la collision. On va avoir une alarme qui va se mettre en marche et donc on va pouvoir prendre des mesures pour éviter la collision. Et parmi ces mesures, nous, ce qu'on préconise, c'est réduire la vitesse et surtout améliorer la veille, c'est-à-dire faire monter 1 ou 2 veilleurs supplémentaires en passerelle pour détecter la baleine à temps si on s'aperçoit qu'on est en route de collision. Pascal demande à l'équipage de mettre cap à l'est en direction des côtes italiennes. Dans ce secteur, les activités humaines altèrent profondément la biodiversité. C'est important de protéger la biodiversité en général parce qu'on dépend de la biodiversité. Notre économie dépend de la biodiversité. C'est la biodiversité qui nous permet de vivre, qui nous permet de respirer, qui nous permet de manger. Le scientifique ne baisse pas la garde. Depuis 12 ans, chaque été, il poursuit ses observations. Les cétacés en particulier sont des animaux qu'il faut particulièrement protéger parce qu'ils sont des super prédateurs et qu'on sait que les super prédateurs sont souvent des espèces clés de voûte, c'est-à-dire qu'ils régulent tout un écosystème. Et les enlever de cet écosystème-là, c'est prendre le risque de faire disparaître tout cet écosystème. Fin de la première journée. L'Alcyon s'enfonce dans le golfe de Gênes. Le lendemain matin, l'observation reprend dès l'aube. Il y a un cachalot là à 2 heures, à peu près à 1000 mètres. Hop, tu le vois? Tu l'as vu? Tiens, prends les jumelles si tu veux. Bonne surprise, après seulement quelques minutes de veille, l'équipe repère un cachalot. Il est au 235. Voilà, on a bien reconnu que c'est un cachalot parce qu'il a un souffle qui est oblique et orienté vers l'avant et qui est beaucoup plus bas que celui d'une baleine. Le cachalot, en fait, a les vents, donc sa narine qui est située au sommet du crâne, là, devant, et déportée sur la gauche, ce qui lui donne ce souffle caractéristique. Et on le reconnaît bien également à sa plongée. Lorsqu'il va plonger, il a sorti sa nageoire caudale et la nageoire caudale est également très caractéristique. La Méditerranée n'abrite que quelques centaines de cachalots. Véritable géant des mers, le mâle peut atteindre plus de 20 mètres de long pour un poids de 41 tonnes. Ce qui en fait le plus grand carnassier sur la planète. Autre particularité, il possède une mâchoire dotée de 26 dents. Chacune d'entre elles peut atteindre 1 kg pour une longueur de 20 cm. Après avoir passé une dizaine de minutes en surface, le cachalot s'apprête à sonder. Il va pas tarder, il va. Pour se nourrir, l'animal bat tous les records de plongée. Il atteint 3000 mètres de profondeur et peut rester sous l'eau pendant près de 90 minutes. L'équipage reprend sa route. Pour Pascal et les bénévoles de Souffleurs d'écume, la présence de ce cachalot est une bonne nouvelle. Ils semblent être de plus en plus nombreux dans le golfe de Gênes. À quelques kilomètres de l'Alcyon, sur la côte Ligure, apparaissent les faubourgs de Gênes, la plus grande cité de la Riviera. Bâtie le long de la côte, la 6e ville italienne s'étend sur plus de 30 kilomètres. Cette capitale antique connaît son heure de gloire au XIVe siècle. Elle règne alors sur la Méditerranée. Son empire maritime s'étend jusqu'à la Corse, la Grèce et une partie de l'Empire ottoman. À cette époque, Gênes est surnommée la Superbe. Depuis le XIIe siècle, l'entrée de la rade est signalée par la lanterna. Ce phare est l'emblème de la cité.
Aujourd'hui encore, ils sont des milliers de Génois à emprunter chaque matin un bateau-bus pour venir travailler dans le centre-ville. Parmi eux, Antonella, passionnée par l'histoire de sa cité. Elle a décidé d'en faire son métier. Elle est guide. Le port est le cœur de la ville de Gênes. C'est la partie la plus importante. Gênes est une ville qui a été fondée à cause de la mer, à cause de la baie naturelle dans laquelle nous sommes maintenant, qui représentait un refuge pour les marins d'antan et qui a toujours été la ressource pour les habitants de l'endroit, parce que la Ligurie n'a jamais été un endroit agricole. La vocation de Ligure a toujours été reliée à la mer. Après 20 minutes de navigation, Antonella débarque au cœur du vieux port, au pied des plus beaux monuments. Ce matin, elle accompagne un groupe d'Américains. So from here we can take in our site, in a picture, the entire old town of Genova. Par tradition, Antonella commence toujours sa visite par les hauteurs de la cité. Premier arrêt au belvédère de Castelletto. C'est le meilleur endroit pour comprendre la ville. Aujourd'hui encore, on peut facilement observer les différentes étapes de son essor à travers les siècles. On voit le développement. Par exemple, si vous regardez le clocher pointu qu'il y a là, ça c'est l'église de Notre-Dame des Vignobles. Parce que quand on a bâti l'église à XIe siècle, là, il n'y avait que la campagne et des vignobles. Donc la ville s'est développée de plus en plus en montant sur la colline. Et ici, on est arrivé au 19e. Et après, au 20e siècle, on est encore monté. How do you like Genova? It's beautiful. Beautiful. Absolutely. Wonderful. I love it. I would move here in a heartbeat. I love it. It's everything in one. It's gorgeous. I love it. Very nice. C'est très joli. A lot of ancient architecture devices. Le groupe quitte maintenant les hauteurs de Gênes pour gagner le cœur historique. La découverte commence par la place de Ferrari, où s'élevait la bourse. And there we have one of the facades of Palazzo Ducale. It was a fortress within the city. Palazzo Ducale was painted on this side only when the square was made. Au XVIe et XVIIe siècle, Gênes change de visage. Des dizaines d'églises sont édifiées ou reconstruites. Comme Saint-Ambroise, totalement rebâti par des jésuites qui en font un chef-d'œuvre de l'art baroque. Antonella l'étudie depuis des années. L'intérieur est un mélange de marbre, de stuc et d'or. La nef et la coupole sont ornées de fresques. Et le trésor de Saint-Ambroise se situe juste au-dessus de l'autel. C'est un tableau réalisé par le maître flamand, Rubens. La famille de Pallavicino avait commissionné à Rubens une peinture pour le maître-autel. L'habitude des nobles génois de faire travailler des artistes était une façon d'investir et de s'entourer de la beauté de l'art. Antonella nous fait découvrir une autre merveille de Rubens. Un Saint Ignace guérissant un possédé, commandé par une autre grande famille. Les riches génois dépensent sans compter pour décorer leur chapelle. Ils y laissent leurs empreintes, leurs blasons. Voilà, par exemple, ici, on voit un blason. Donc ça, c'est la frontière entre deux chapelles de deux familles différentes. Grâce aux fortunes déboursées pour la décoration des chapelles, Gênes possède aujourd'hui un patrimoine baroque exceptionnel.
Et la capitale ligure recèle d'autres trésors, 42 palais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme ici, Via Garibaldi, le Palazzo Tursi, érigé au XVIe siècle pour le banquier du roi d'Espagne. Ou juste en face, l'étonnant Palazzo Rosso, bâti un siècle plus tard pour deux frères. Enfin, la magnifique façade du Palazzo Podesta, décorée par un maître de la sculpture. Antonella est attendue dans l'un des lieux qui racontent l'histoire de Gênes et des grandes familles, la petite église privée San Luca. Buongiorno. Buongiorno. Elle veut inclure ce petit trésor d'architecture à sa visite. Elle est accueillie par la conservatrice. Les murs et les plafonds de cette chapelle ont été peints par les plus grands maîtres de la Renaissance. Cette église a la particularité d'être une paroisse sans territoire, ce qui signifie que les habitants du quartier ne peuvent rien célébrer dans cette église. Car les seuls paroissiens sont les membres de la famille Spinola, peu importe où ils se trouvent dans le monde et à quelle branche de la famille ils appartiennent. Donc les Spinola qui vivent au Chili? Oui, les Spinola chiliens peuvent venir ici pour célébrer leurs offices. Impossible de me marier ici? Il faudrait demander l'autorisation à la famille Spinola. C'est typique de Gênes d'avoir des églises privées des familles, parce que ça, c'était la caractéristique politique de Gênes. Comme Gênes était gouvernée par une alliance de familles, chaque famille avait son quartier. Donc l'église de famille sur une petite place et autour d'elle, les hôtels particuliers des membres les plus importants de la famille. À une demi-heure du port, au pied des collines, apparaît un autre site qui lui aussi raconte l'histoire des grandes familles, l'étonnant cimetière de Staglieno. Ces 33 hectares en font l'une des plus grandes nécropoles d'Europe. Il est renommé pour son impressionnante statuaire funéraire. C'est dans cette galerie de plusieurs centaines de mètres que sont réunies les plus belles sculptures. Tous les styles y sont représentés. Du réalisme au romantisme, en passant par le symbolisme ou le néoclassique. Ici se raconte l'histoire de ces familles génoises qui, au XIXe siècle, ont modernisé la ville pour la faire passer dans l'ère industrielle. Certaines de ces familles sont devenues célèbres, comme les frères Piaggio. Les deux frères, Erasmo et Giovanni Battista, étaient tous les deux engagés dans l'industrie de la construction des navires. Et la tradition est suivie avec le progrès technologique. Parce que là, nous avons par exemple Rocco Piaggio, qui est le monsieur qui a fondé les usines Piaggio Aero Industries, c'est-à-dire ceux qui ont bâti les premiers avions italiens. Donc on a commencé avec les navires, on a suivi avec les avions, on a terminé par le scooter. Un peu à l'écart, mais toujours dans la galerie, Antonella nous fait découvrir le tombeau d'une figure aimée par tous les Génois. Elle s'appelle Caterina Campodonico et elle n'était pas absolument pas partie de la classe sociale la plus riche. C'est exactement le contraire. Elle avait une activité très pauvre, très simple. Elle vendait des noisettes et des biscuits aux foires. Cette petite vendeuse de rue a économisé toute sa vie pour s'offrir ce monument de marbre. Aujourd'hui encore, elle est vénérée par les habitants de Gênes. Gênes était fondée sur le travail et ici nous avons la preuve de ça.
C'est le symbole de Gênes, en effet. C'est le symbole d'une ville qui, grâce à son travail, a pu arriver au niveau le plus important, même à la richesse extrême, disons. Depuis des siècles, ouverte sur le monde, Gênes est l'une des villes les plus riches d'Italie. Laborieuse et active, la capitale ligure continue à vivre, populaire et animée comme par le passé. Gênes n'oublie pas son âme méditerranéenne. Partout, les petites places et les terrasses invitent à la flânerie. Il est facile de se perdre à travers ce dédale de petites rues, les Carugi. C'est l'âme de Gênes. Au fond de cette ruelle, voici la meilleure adresse pour déguster le pesto, une sauce typiquement génoise qui accompagne les pâtes. Comme chaque matin depuis 50 ans, Luciano Zeffirino est au fourneau. Surnommé le pape du pesto, c'est l'un des chefs les plus renommés d'Italie. Alors, voici les trophies au pesto. Ils ont beaucoup plu à nos 3 derniers papes, Benoît XVI, le pape François et Jean-Paul II. Ces pâtes sont préparées avec du pesto, mais aussi avec une crème de basilic. Nous les avons créés pour Frank Sinatra et on les a appelés les Pafutelli alla Frank. Ces 3 plats, le chef les fait déguster à Antonella. Ah oui, oui, c'est vraiment la fête du pesto, c'est vraiment le triomphe. Le secret du pesto de Luciano réside dans le choix des ingrédients. Le plus important, c'est le basilic. Il faut utiliser les petites feuilles, car les grandes sont mentholées et ça ne va pas. Il faut du basilic avec des petites feuilles, jeunes et très parfumées. Et là, on sent vraiment l'odeur du basilic. Et c'est parti pour le pesto de Luciano. Un peu de sel, mais pas trop. Le fromage sarde que l'on va utiliser est déjà très salé. Puis j'ajoute de l'ail, mais pas trop non plus. Mais pour un bon pesto, il faut aussi un véritable mortier. Ce mortier est rugueux à l'intérieur. Comme ça, le mélange s'écrase rapidement. Et puis on rajoute des pignons de pain. Faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Maintenant, c'est le tour du basilic. On peut même en rajouter encore un peu. Ensuite, on met le fromage. D'abord le parmesan et ensuite le pecorino sarde. Voilà, je t'en prie. Très bon, très parfumé. On sent bien l'odeur de l'ail et du basilic. Et maintenant, l'huile d'olive extra vierge. Il faut en mettre beaucoup? Non. Maintenant, c'est de l'huile de coude qu'il faut. Tu sais, il y a 80 ans, les femmes s'installaient dans la rue, devant le restaurant, avec le mortier appuyé sur les cuisses pour préparer le pesto. Je peux goûter? Bien sûr. Sur un morceau de focaccia.
Délicieux. Là, tu sens vraiment le goût du pesto. Et ce pesto, je vais te dire, il mérite une bise. C'est fantastique. Nous laissons Gênes dans les brumes de chaleur. Direction la Riviera du Levant. Avec sa mer turquoise et la beauté de ses paysages, cette partie du littoral prend alors le nom de Golfe Paradis. Défilent des plages aux eaux limpides et des petites criques comme San Frutuoso. Ce minuscule village est dominé par une abbaye bénédictine édifiée au Xe siècle. Il n'est accessible que par la mer ou par un sentier abrupt. Puis apparaît le golfe du Tigullio. Un site exceptionnel, l'une des perles de la côte ligure. Il marque l'entrée de la baie de Portofino. Abrité par un promontoire, ce petit port naturel est protégé par un fort du XVIe siècle. En 1850, ce sont les Anglais qui découvrent ce village de pêcheurs. Ils le transforment et en font la station balnéaire la plus chic de la Riviera italienne. La petite ville de 500 habitants est aujourd'hui l'une des plus visitées d'Italie. Lieu mythique, Portofino est devenu l'un des rendez-vous de la jet set. Au cœur de la baie, à quelques encablures du village, Pierluigi Lugano termine sa matinée de pêche. Il connaît chaque crique, chaque rocher de ce golfe où il navigue depuis l'enfance. Pour moi, c'est un moment extraordinaire. Quand je suis sur mon bateau, avec une aussi belle journée. C'est comme un rêve qui ne finit jamais. Tous les jours, Pierluigi remonte ses filets pour le plaisir. À 66 ans, cette figure de la Riviera est surtout l'un des vignerons les plus renommés d'Italie. Un poulpe. Et là, un poisson dans le filet. Sa dernière prise de la journée, un poisson de roche typique de la côte ligure, une rascasse. Ce poisson a un bon système de défense. Il est couvert d'épines venimeuses. La chair de cette rascasse est primordiale dans la composition de la soupe de poisson. Mais il faut faire attention à ne pas se piquer. Il est 10 h du matin, Pierluigi est attendu dans ses vignes. Il rejoint Portofino, son port d'attache. Ce panorama, je le connais depuis que je suis tout petit. Et tous les jours, lorsque je me réveille et que je regarde la mer, c'est cette baie que je vois. Depuis 2 siècles, ces façades aux couleurs vives forment un décor unique. Dans ce site protégé, les nouvelles constructions sont interdites. Aujourd'hui, ces anciennes maisons de pêcheurs s'arrachent à prix d'or. Les vignes de Pierluigi dominent la baie à 3 km de Portofino.
Ici, on fait du vin depuis l'époque romaine. Nous sommes en juin, le vigneron et son équipe effeuillent et désherbent les pieds de vigne pour que le raisin gagne en maturité. J'ai toujours aimé la terre, comme j'ai toujours aimé la mer. J'ai beaucoup de chance, car je fais quelque chose qui me plaît. Et en plus, je le fais depuis que je suis enfant. C'est ici, sur ces terrasses, face à la mer, que Pierluigi a créé il y a 35 ans son vignoble. Il débute avec une dizaine d'hectares. Aujourd'hui, il en possède près de 50. Pour élaborer son spumante, un vin blanc pétillant, Pierluigi relance d'anciens cépages. Sur cette parcelle, il a planté de la Bianchetta genovese. Le climat est particulier ici. C'est un terroir très riche, avec du vent et du soleil. Et évidemment, la présence de la mer a une influence sur la vigne, sur la minéralité du terrain. Il y a aussi les embruns qui transportent le sel et l'iode, qui sont à leur tour absorbés par la vigne. Et tout cela, bien sûr, cela passe dans les grappes, et de la grappe, cela passe dans le vin. Le lendemain, Pierluigi reprend la mer. Il se rend vers le lieu où il stocke son vin, au cœur de la baie. Il y a 5 ans, il a une idée originale, immerger ses bouteilles en pleine mer pour faire vieillir sa production. Aujourd'hui, c'est un jour de pêche particulier. Il y a maintenant 1 an et 3 mois que mes bouteilles sont immergées. Et aujourd'hui, enfin, je vais les revoir. C'est très émouvant. Les eaux du golfe de Portofino sont une cave idéale. La température y est constante et les courants remuent les bouteilles dans une quasi-obscurité. L'absence d'oxygène aide le vin à mûrir. Après 30 minutes de mer, Pierluigi rejoint le Messico. Ce navire vient d'arriver de Gênes avec une équipe de plongeurs. Ces spécialistes des travaux sous-marins vont récupérer le précieux chargement. Pierluigi attend ce moment depuis 2 mois. La météo n'était pas de la partie. Aujourd'hui, l'état de la mer n'est pas parfait. Mais c'est la première fois depuis 3 mois que nous avons du soleil et pas trop de houle. Pour moi, cette attente était très angoissante. Dans la cabine, les techniciens sont déjà à l'ouvrage. Ces professionnels de la recherche subaquatique utilisent une technologie de pointe destinée à la prospection des épaves. Sì, sono in buon stato, eccole qua. À l'aide d'un robot, il localise précisément l'emplacement des 34 cages de bouteilles immergées à 60 mètres de profondeur. Qua sembra di essere proprio in una cantina, guarda. Comunque le bottiglie sono qua, ci sono tutte chiuse. Le ho già contate? Le ho già contate. Quando le rivedo, sollievo. Sollievo totale. Una mormora. C'est comme revoir quelqu'un que l'on aime après une longue absence. Une personne dont tu n'avais plus de nouvelles et dont tu ne savais plus comment elle allait.
aux plongeurs d'agir maintenant. Il leur faut 5 minutes pour atteindre le chargement à 60 mètres de profondeur. La tâche est délicate et dangereuse. Chaque caisse pèse 1 tonne et doit être solidement arrimée avant d'être fixée à un câble relié à une grue sur le bateau. Dans la cabine, le chef d'équipe veille à la sécurité de ses plongeurs. Bravissimo, vieni su, risalita. Pour hisser chacune des 4 caisses, le câble doit toujours être en tension et le chargement rester vertical. Jusqu'à la remontée à la surface, un plongeur surveille l'opération. Enfin, le moment tant attendu. Les premières bouteilles sont hissées sur le pont du Mexico. C'est compliqué et très délicat. Si on fait une erreur de manœuvre, on peut casser toutes les bouteilles. Et c'est irréversible. Après plus d'1 an d'attente, c'est l'heure de vérité pour Pierluigi. Tout se passe bien, je suis vraiment content. Cet après-midi, 4 caisses sont remontées. Les bouteilles seront expédiées dans les prochains jours à travers toute l'Europe. Elles ont été réservées par des amateurs de ce vin unique. Les voir comme ça, c'est vraiment une grande émotion. Dans la lumière du soir, au cœur de la baie de Portofino, Pierluigi perpétue à sa manière l'esprit de la Riviera.